Nouvelles du continent, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Une annonce de paix le matin, un avertissement militaire l'après-midi et des marchés qui ne croient plus au scénario. Voilà le moment où le monde commence silencieusement à intégrer dans ses prix le déclin de la puissance américaine. Vous regardez l'économie mondiale s'effondrer silencieusement en temps réel et la plupart des gens n'ont absolument aucune idée que cela se produit. Pas parce que les bombes sont trop bruyantes, mais parce que le silence entre deux explosions est trop confortable. La nation la plus puissante de la Terre vient d'annoncer la paix, puis le même après-midi, elle a lancé une opération militaire exactement au même endroit qu'elle venait de qualifier de pacifique. Apparemment, dans la salle de presse à la Trump, la paix est désormais livrée avec des coordonnées, des avertissements et des instructions navales. Les marchés financiers ont à peine réagi, non pas parce qu'ils sont calmes, mais parce qu'ils ont cessé d'y croire. Si vous manquez ce qui se déroule en ce moment dans le détroit d'Ormuz, dans les chaînes d'approvisionnement des micropuces, dans les coffres d'or des banques centrales qui abandonnent discrètement le dollar, vous vous réveillerez un jour sans reconnaître le monde dans lequel vous vivez. Parce qu'il ne s'agit pas d'un tweet ni d'un président. Il s'agit d'un effondrement structurel de la crédibilité. Et une fois que vous comprenez le mécanisme, vous ne pouvez plus l'oublier. Le problème avec une gouvernance par slogan, c'est qu'un jour, même les marchés se mettent à lire les petits caractères. Revenons à cette journée précise. Le titre du matin dit « Le président américain lève le blocus » et le mot paix flotte dans tous les fils d'actualité. Vous cliquez, vous lisez les conditions. Les États-Unis entrent, récupèrent l'uranium enrichi. L'Iran ouvre gratuitement le détroit d'Ormuz. Personne ne paie quoi que ce soit à personne. Les observateurs expérimentés l'ont immédiatement reconnu. Ce n'était pas une nouvelle offre. C'était la même exigence que l'Iran avait refusée à plusieurs reprises, simplement réemballée avec le mot paix sur l'étiquette. Téhéran a répondu en quelques heures, il n'y a pas d'accord. Et le même après-midi, le commandement naval des États-Unis a publié un avertissement maritime. Des opérations militaires commençaient près de la péninsule de Musandam, dans le détroit d'Ormuz. Les marins recevaient l'instruction de coordonner leur passage avec les forces américaines. Tout navire soupçonné de poser des mines serait frappé. Même endroit, même journée, la paix le matin, l'opération militaire l'après-midi. Seule une stratégie de communication de l'ère Trump pouvait vendre une opération militaire comme un paquet de paix en espérant que personne ne vérifie l'heure. Si cette contradiction ne vous ébranle pas, ce qui suit le fera. La première chose à observer, ce n'est pas le tweet, mais ce que le marché en a fait. Il y a 3 mois, un titre comme celui-là, blocus levé, paix imminente, aurait fait chuter le prix du pétrole et bondir les marchés boursiers. Voilà le poids que portait autrefois la parole du dirigeant économique le plus puissant du monde. Ce matin-là, le pétrole a légèrement baissé, puis il a remonté presque immédiatement dans le temps qu'il a fallu aux traders professionnels pour finir de lire les petits caractères. Même Wall Street, qui a pourtant toléré beaucoup de théâtre politique, semble avoir cessé d'acheter des billets pour ce spectacle. Pensez à ce que cela signifie sur le plan structurel. Le marché, qui a intégré dans ses prix les déclarations présidentielles américaines pendant des décennies, a essentiellement haussé les épaules. La Federal Reserve Bank of New York a documenté comment les déclarations présidentielles sur le commerce et la géopolitique faisaient bouger les marchés à terme de 1,4% en moyenne en 15 minutes, encore récemment en 2019. Ce mécanisme, le transfert de crédibilité de la déclaration au mouvement du marché, semble être en train de se briser. Et lorsque les marchés cessent de croire aux mots, ils commencent à intégrer le chaos dans les prix. Et le chaos a une taxe que chaque Américain qui travaille paie à la pompe et à l'épicerie. Pourquoi aucun accord n'arrive-t-il ? L'explication de surface est qu'il est impossible de négocier avec une partie dont la position de l'après-midi contredit celle du matin. C'est exact, mais ce n'est qu'un symptôme. La cause plus profonde est une impasse structurelle qui précède n'importe quelle administration. La Rand Corporation, dans son rapport de 2023 sur les cadres de sécurité dans le Golfe, a décrit la posture de négociation américaine face à l'Iran comme institutionnellement fragmentée, ce qui signifie que la branche exécutive, le Pentagone, le Trésor et les faucons du Congrès poursuivent depuis plus de 2 décennies des objectifs fondamentalement incompatibles. Aucun signataire unique ne peut lier les autres. Cette fragmentation structurelle n'est pas un problème de personnalité, c'est un problème d'architecture. Et une architecture ne change pas avec un tweet. Un tweet peut déplacer un titre, mais il ne peut pas reconstruire une machine de politique étrangère brisée. Pendant ce temps, la position de l'Iran n'a pas bougé d'un centimètre depuis le début avril, lorsqu'il a présenté son cadre, d'abord en 10 points, puis élargi à 14. Levée complète des sanctions, en particulier sur les exportations de pétrole. Déblocage des avoirs gelés, estimés à plus de 100 milliards de dollars, résolution du conflit au Liban, contrôle souverain du détroit d'Ormuz, y compris le droit de facturer des droits de passage. La question nucléaire ne vient qu'après ces conditions, et non comme point de départ,
Et voici une chose que les médias américains rapportent presque jamais. L'Iran a franchi un seuil où la pression extérieure ne produit plus de concessions. Des chercheurs du Belfer Center à Harvard ont publié, à la fin de 2024, une étude montrant que l'efficacité de la coercition économique diminue fortement une fois que l'État ciblé a subi le choc complet des sanctions et développé des mécanismes institutionnels de contournement. L'Iran subit une forme ou une autre de sanctions américaines depuis 1979. Après 45 ans, sa capacité d'absorption du choc est désormais énorme. Alors pourquoi l'Iran absorbe-t-il coup après coup sans prendre l'initiative ? C'est le calcul le plus froid et le plus stratégique de tout ce conflit. Et presque aucun analyste occidental ne lui donne le poids qu'il mérite. Tant que l'Iran reste réactif, il conserve de l'altitude diplomatique. Dès que l'Iran frappe le premier, il confirme un récit construit à son sujet depuis des décennies. Régime fanatique, imprévisible, dangereux, justifiant toute riposte. Ce cadrage a été la justification fondamentale de plus de 4 décennies de politique américaine au Moyen-Orient. Dès que l'Iran tire le premier, il rend cette justification entièrement emballée comme un cadeau. Alors à la place, il absorbe, répond proportionnellement, parfois de façon disproportionnée, mais toujours en second. Le politologue Mohamed Suimi de l'Université Columbia a décrit cela dans un article de 2024 comme la patience stratégique en tant que dissuasion asymétrique. La puissance conventionnelle la plus faible utilise la retenue elle-même comme une arme, forçant la puissance la plus forte à continuer de prendre l'initiative, ce qui, avec le temps, érode la justification morale et juridique de la pression continue. C'est la partie que le mégaphone pro-Trump déteste le plus. La retenue ne fait pas très spectaculaire à la télévision, mais elle peut être dévastatrice sur la carte stratégique. Les provocations suivent un schéma visible. Un navire entre dans le détroit. L'Iran le retient. L'Amérique répond par une frappe. L'Amérique insère ensuite plusieurs navires. Une autre provocation, une autre réponse d'avertissement. Et lorsque l'Iran signale une véritable capacité de représailles, l'Amérique recule. Ce recul est le point de données le plus honnête de toute cette histoire. On ne recule pas devant un adversaire que l'on a submergé. On recule devant un adversaire contre lequel on ne peut pas se permettre l'escalade. Le Brookings Institution Center for Universal Education a publié en février 2025 une analyse montrant que le repositionnement naval américain dans le Golfe au cours des 18 mois précédents était compatible avec une réduction de l'appétit pour le risque opérationnel plutôt qu'avec une posture de dissuasion avancée. En langage clair, il recule, prudemment sans le dire. En langage de campagne, cela s'appellerait probablement la force totale. Sur une carte navale, cela ressemble beaucoup plus à de la prudence. Et il existe une dimension de la posture iranienne que presque tous les analystes occidentaux ignorent entièrement. L'Iran ne négocie pas seulement pour lui-même. Il a lié son propre allègement au Liban, aux civils palestiniens, à des résultats touchant des tiers. Il n'a aucune obligation juridique de s'en préoccuper. Si l'Iran était purement intéressé par lui-même, comme le prétend le récit standard, il se serait extrait de la pression depuis longtemps en abandonnant ses alliés en échange d'un allègement des sanctions. C'est exactement ce qu'il n'a pas fait. Ce comportement ne correspond pas au cadrage d'une nation fanatique. Il correspond au comportement d'un État qui considère ses relations régionales comme un actif stratégique, digne d'être protégé, même à un coût important pour lui-même. Maintenant, la question plus difficile, pourquoi ce conflit existe-t-il réellement? La réponse officielle est le programme nucléaire. Faites une expérience de pensée simple. Imaginez que l'Iran n'ait absolument aucun programme nucléaire. L'hostilité disparaîtrait-elle? Washington accepterait-il la souveraineté iranienne sur ses propres décisions économiques et politiques? Le dossier historique répond à cette question. Le renversement du Premier ministre Mohammad Mossadegh en 1953 ne portait pas sur les armes nucléaires. Il portait sur la nationalisation du pétrole, sur un peuple affirmant son contrôle sur ses propres ressources et disant à une puissance étrangère que ce pays appartient à ses citoyens. Cette blessure originelle n'a jamais été traitée. Tout ce qui a été construit par-dessus, le cadrage nucléaire, la désignation terroriste, l'architecture des sanctions, est une structure bâtie sur ce fondement non dit. La Carnegie Endowment for International Peace a publié une rétrospective en 2023, notant que la politique américaine envers l'Iran est restée structurellement inchangée à travers 12 administrations présidentielles, quel que soit le parti, ce qui suggère fortement que le moteur est systémique et institutionnel plutôt qu'idéologique ou personnel. Maintenant, le détroit d'Ormuz, environ 20% du pétrole mondial et environ 17% du gaz naturel liquéfié mondial transitent par une voie maritime qui, à son point le plus étroit, ne fait que 20 et 1 mille de large. Pendant que les jeux de mots diplomatiques se déroulent à Washington, les navires bougent. Un jour récent, 24 navires sont passés. Le lendemain, 26, avec la coordination iranienne. Sans elle, ils sont dans la ligne de mire iranienne. L'Iran l'a clairement dit,
Puis est venu le détail géopolitique qui révèle à quel point l'architecture du commerce mondial a changé. Le comité iranien de coordination maritime a annoncé que la Russie et la Chine bénéficieraient d'un traitement préférentiel, d'un dédouanement accéléré et de moins de friction. D'un seul geste, un point d'étranglement mondial critique est devenu un outil de préférence multipolaire, orientant les flux favorables vers des économies que Washington ne peut pas faire plier et créant de la friction pour celles qu'il peut encore influencer. Voilà une chose difficile à mettre sur une casquette de campagne. Le point d'étranglement choisit ses clients. Le Peterson Institute for International Economics a estimé au début de 2025 qu'un scénario de perturbation durable à Hormuz ajouterait entre 40 et 60 dollars par baril aux prix mondiaux du pétrole en 90 jours, avec un impact complet sur les consommateurs qui toucherait les ménages américains environ 6 semaines plus tard. Et la promesse de nettoyer le détroit de ces mines en quelques jours, voici l'arithmétique. Le département de la Défense des États-Unis a déclaré au Congrès, lors d'un témoignage public, que même dans des conditions optimales, le déminage complet du détroit d'Ormuz prendrait environ 6 mois. 6 mois d'opérations soutenues d'ingénierie navale, et cela est présenté comme quelque chose qui pourrait être résolu par une publication sur les réseaux sociaux. L'écart opérationnel entre la capacité annoncée et le calendrier réel n'est pas une erreur de communication. C'est un déficit structurel de crédibilité. Le déminage par publication sur les réseaux sociaux peut sembler efficace dans un discours de rassemblement. Malheureusement, les mines ne lisent pas les publications. Maintenant, la dimension économique, parce que le véritable détonateur dans tout cela n'est pas militaire, il est financier et il tic-tac plus silencieusement que n'importe quel missile. Parlons de l'hélium. Au cours des 90 derniers jours, environ 44% de l'approvisionnement mondial en hélium a disparu des marchés accessibles. Vous pourriez penser que cela semble anodin. Ce ne l'est pas. La fabrication moderne de semi-conducteurs exige de l'hélium d'ultra haute pureté pour le refroidissement et le contrôle atmosphérique durant la production des puces. La production de semi-conducteurs de Taïwan, qui représente plus de 60% de la production mondiale de puces avancées, selon la Semiconductor Industry Association, a déjà commencé à connaître des contraintes d'approvisionnement. La production intérieure chinoise, qui a investi massivement dans les infrastructures d'hélium au cours des 5 dernières années, accélère, le prix des puces avancées augmente. Le McKinsey Global Institute a projeté, dans son rapport de 2025 sur la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement, qu'un choc durable sur l'approvisionnement en hélium se traduirait par des hausses de prix des appareils électroniques grand public de 8 à 22% en un trimestre. Cette hausse de prix frappe les consommateurs américains. Elle frappe une famille qui achète un ordinateur portable pour son enfant. Elle frappe la petite entreprise qui remplace un terminal de point de vente. Ce n'est pas une abstraction. C'est une facture déjà imprimée et mise à la poste. Ajoutez à cela le scénario de perturbation pétrolière dans le Golfe. La combinaison d'une contraction de l'offre et de friction logistique produit de la stagflation. La condition économique que les économistes décrivent comme le pire des deux mondes. L'inflation augmente, donc ce dont vous avez besoin coûte plus cher. La croissance se contracte, donc votre revenu stagne, donc votre emploi disparaît. C'est ici que la conférence de presse se termine et que le reçu d'épicerie commence. La Réserve fédérale dispose d'outils extrêmement limités contre la stagflation, parce que les leviers de politique pour lutter contre l'inflation et ceux pour combattre la récession pointent dans des directions opposées. La dernière fois que l'Amérique a connu une véritable stagflation, c'était dans les années 1970 et il a fallu près d'une décennie pour la résoudre. Les conditions d'une répétition sont en train de s'assembler en ce moment. Et voici le détail qui brise le cadrage conventionnel de l'indépendance énergétique américaine. Oui, les États-Unis sont devenus exportateurs nets de pétrole en volume. Un économiste de l'énergie du Baker Institute de l'université Rice a publié en 2024 une recherche démontrant que la production intérieure américaine est très majoritairement composée de brut léger et doux, ce qui est insuffisant pour produire du diesel, du carburéacteur et les produits pétroliers industriels lourds dont dépendent l'économie logistique et manufacturière. Ce brut lourd vient du Canada et du Moyen-Orient. La relation canadienne a ses propres complications en ce moment. Et l'approvisionnement du Moyen-Orient est précisément ce qui est perturbé. L'indépendance énergétique américaine est réelle dans le communiqué de presse et conditionnelle dans la raffinerie. Il est toujours impressionnant de voir à quel point la domination énergétique paraît plus simple avant que la raffinerie demande quel type de brut est réellement arrivé. Pendant ce temps, le rôle structurel du dollar comme monnaie de réserve mondiale est remis en cause non pas par des déclarations, mais par les flux de transactions. La Banque des règlements internationaux a rapporté dans sa revue trimestrielle de 2025 que la part des transactions pétrolières mondiales libellées dans des devises autres que le dollar a grimpé à environ 22%. Elle était inférieure à 5% il y a 10 ans. Les banques centrales à l'échelle mondiale ont réduit leurs avoirs de réserves libellées en dollars de 15 milliards de dollars nets en 2024.
Il s'agit de la plus forte réduction nette en une seule année de l'ère post-Bretton Woods. Les achats d'or par les banques centrales ont atteint leur plus haut niveau depuis 1967. Ce ne sont pas des déclarations idéologiques. Ce sont des décisions institutionnelles de portefeuille prises par des gestionnaires de réserve dont l'obligation juridique est de protéger la stabilité financière de leur pays. Ils votent avec leur bilan. Et le vote consiste à se diversifier pour s'éloigner de la concentration en dollars. L'écart de capacité militaire est visible dans les détails. Selon des données compilées à partir de la surveillance de défense en source ouverte, depuis la fin février, l'Iran a détruit environ 25 drones Reaper américains. Chaque Reaper coûte environ 32 millions de dollars pour la cellule seule. Les ensembles de capteurs et de renseignements qu'ils transportent ajoutent une valeur comparable. La perte totale estimée approche les 2 milliards de dollars en matériel détruit. Ces appareils ne sont pas remplaçables à court terme. La firme d'analyse de la base industrielle de défense Govini a rapporté au début de 2025 que la capacité de production des Reaper est actuellement de 11 unités par année, face à un carnet de commandes international et national déjà chargé. Ce que l'Iran détruit plus vite que l'Amérique ne peut le produire, ce ne sont pas seulement des machines. Ce sont les yeux de l'architecture de surveillance qui rend possible la frappe de précision américaine. Le slogan parle de puissance inégalée. La chaîne de production répond 11 unités par année. Et le schéma de l'action militaire américaine dans le Golfe révèle directement la contrainte. Chaque fois que l'Iran signale une véritable intention d'escalade, la posture américaine change, non pas en raison d'un progrès diplomatique, mais parce que le calcul coût-bénéfice de l'étape suivante devient défavorable. Le Conseil de coopération du Golfe se fracture d'une manière qu'on n'avait pas vue aussi clairement depuis des décennies. Des rapports provenant de plusieurs sources régionales indiquent que les Émirats arabes unis ont mené des frappes contre des infrastructures iraniennes durant le conflit, y compris certaines frappes après les annonces de cessez-le-feu, avec un soutien en renseignement venu de l'extérieur du Golfe. L'Arabie saoudite aurait fait pression sur les Émirats pour qu'ils arrêtent, craignant des représailles iraniennes contre l'infrastructure énergétique partagée de la région. Les Émirats auraient été frustrés que l'Arabie saoudite refuse de se joindre à une action coordonnée. Deux alliés formels qui se pressent l'un l'autre d'arrêter de combattre, tout en étant simultanément frustrés que l'autre ne combatte pas davantage. Ce n'est pas un bloc de sécurité. C'est une coalition tenue ensemble par du papier en tête. Oman, un pays où les militaires américains sont stationnés, a déclaré publiquement qu'il ne se laisserait pas dissuader par des menaces de bombardement et qu'il coordonnerait la sécurité maritime conjointement avec l'Iran. Le cercle des partenaires fiables s'est contracté au point où même les pays hôtes tracent leurs propres lignes indépendantes. Rien ne dit réseau d'alliances inébranlables comme des partenaires qui dessinent publiquement leur propre voie de sortie. Le front libanais mérite son propre moment d'attention parce que ce qui s'y passe brise une autre hypothèse confortable. Depuis la mi-avril, le cessez-le-feu n'existe que sur papier. Le sud du Liban subit des attaques aériennes répétées. Mais la force engagée là-bas n'a pas été vaincue. Elle a été reconstituée et améliorée. Des comptes rendus de terrain provenant de plusieurs analystes de défense indépendants documentent l'émergence d'un nouveau système tactique intégré. Des drones de reconnaissance alimentent les drones d'attaque en données de ciblage, en coordination avec l'artillerie de précision pour éliminer les nœuds de commandement. Une haute figure militaire aurait été grièvement blessée par une frappe directe de drone sur un poste de commandement. La supériorité aérienne ne s'est pas traduite par un contrôle territorial et le coût par kilomètre de toute avancée potentielle est devenu stratégiquement prohibitif. C'est la leçon militaire que chaque conflit, de Falloujah à Mariupol, ne cesse de reconfirmer. La puissance aérienne façonne un champ de bataille, mais elle ne le décide pas. Il existe un petit détail législatif enfoui dans un récent projet de loi américain d'autorisation de la défense qui est l'un des signaux les plus importants de tout ce tableau. Une disposition approfondissant l'intégration militaire avec Israël, couvrant la production conjointe, le partage de données en temps réel et le développement de technologies avancées, a été structurée de manière à retirer ces transactions des canaux habituels d'approvisionnement public et de surveillance. L'effet pratique est que le public américain, qui exprime déjà un soutien historiquement faible à la relation d'alliance, selon les données de sondage de Gallup de mars 2025, aura encore moins de visibilité sur les ressources engagées et sur leurs coûts. Lorsqu'un gouvernement déplace ses dépenses les plus politiquement sensibles dans des canaux où le public ne peut pas les voir, ce n'est pas de l'efficacité administrative, c'est la reconnaissance que cette politique ne peut pas survivre à l'examen public. Quand la facture devient plus difficile à voir, cela signifie généralement que quelqu'un sait déjà que le public n'aimera pas le reçu. Maintenant, synthétisons tout cela. Le levier militaire est dégradé, visible dans les pertes de drones, dans les reculs après les provocations, dans un calendrier de déminage de 6 mois présenté comme un tweet.
Le levier économique se fissure, visible dans le choc de l'hélium qui frappe l'approvisionnement en puces, dans la dépendance au brut lourd, dans les ventes d'obligations, l'accumulation d'or et les transactions pétrolières libellées en yuan. Le levier diplomatique est dysfonctionnel, visible dans une position qui change entre le matin et l'après-midi, dans un marché qui a cessé d'intégrer les déclarations présidentielles dans ses prix. La coalition alliée se fragmente, visible dans la défiance publique d'Oman, dans les pressions croisées entre les Émirats et l'Arabie saoudite, dans la réduction des options de base fiables. Voilà la convergence. Non pas une crise de personnalité, mais une crise de capacité structurelle. La même contraction structurelle est visible en Europe de l'Est et dans les Caraïbes, dans chaque théâtre où des engagements pris à une époque sont mis à l'épreuve par une base de ressources qui n'a pas suivi l'ambition. Alors, où cela mène-t-il? Je ne vous donnerai pas de date ni d'événement unique à surveiller, parce que la transition dans laquelle nous nous trouvons ne se résout pas en un seul moment. Elle se résout dans une direction. Et cette direction est lisible si vous savez quels indicateurs suivre. Ne regardez pas les gros titres. Regardez deux choses. Premièrement, l'équipement. Si des avions ravitailleurs, des moyens de commandement et de contrôle et des groupes aéronavals commencent à se repositionner réellement hors du théâtre du Golfe, ce sera un vrai signal. Ils n'ont pas bougé. Deuxièmement, le marché, le prix du pétrole, le rendement des obligations du Trésor à 30 ans, le prix au comptant de l'or. Pas ce qu'on leur dit, mais ce qu'ils font. Le matin de cette journée, on a dit au marché « paix ». Ils n'y ont pas cru. Les marchés n'applaudissent peu, être pas dans les rassemblements, mais ils savent très bien détecter quand le discours et la machinerie ne correspondent plus. Cette incrédulité est le point de données le plus important de toute cette histoire, parce qu'il existe une transition particulière et dangereuse que traversent les grandes puissances vers la fin d'une ère de domination. Les mots continuent d'être prononcés avec une pleine confiance. Les mécanismes qui rendaient autrefois ces mots réels ont discrètement cessé de fonctionner. Et le moment le plus dangereux n'est pas celui où la puissance est à son sommet. C'est celui où elle continue de menacer par habitude, sans avoir les moyens de donner suite et sans l'avoir encore réalisé. Cet écart entre la parole et la capacité de l'appuyer, c'est exactement là où nous sommes en ce moment. Et si vous ne le regardez pas, vous ne regardez pas le basculement le plus déterminant de votre vie. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux Nouvelles du Continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.